a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler des collabs. On va parler du fric, du flouze. Ah non, pas que de ça. On va parler des collabs sur Bookstagram. Enfin sur Booktube plutôt, parce que oui, enfin Booktube, Bookstagram, c'est la même chose. Voilà, donc on va parler de mon activité d'influenceuse littéraire pro. Voilà. Alors pourquoi pro? Pro, pas dans le genre... Alors pourquoi pro? Pro pour professionnel, hein, bien sûr, mais pas pour genre je suis mieux que ceux qui ne se font pas rémunérer. Non, c'est pas du tout ce côté-là professionnel. Non plus, je n'ai pas fait d'école pour devenir booktubeuse. C'est pas du tout ça. C'est professionnel dans le sens où j'ai un numéro de SIRET, dans le sens où je suis déclarée auprès de l'État en tant qu'influenceuse littéraire et que à ce titre-là, je peux créer des factures, je peux créer des devis et surtout, je paye des taxes à l'État en tant qu'influenceuse littéraire. Voilà, c'est en ce terme-là que j'entends professionnel. Voilà, puisqu'il faut savoir, je le répète, il faut savoir que pour pouvoir faire des collaborations rémunérées, il faut les déclarer. Voilà, vous ne pouvez pas accepter de rémunération si vous n'avez pas de facture. C'est illégal, parce que cet argent-là, il faut le déclarer à l'État pour pouvoir payer une taxe, donc pour pouvoir payer à l'URSSAF, mais également pour pouvoir le déclarer dans vos impôts. C'est pas genre ah tiens, tu me files du fric pour parler de ton bouquin, ouais trop bien, et je pars en vacances. Non, ça marche pas comme ça en fait, hein. Donc voilà, tu es obligé de déclarer, en tout cas c'est la loi. Après tu fais ce que tu veux, mais je te conseille quand même de respecter majoritairement la loi, c'est quand même mieux. Voilà, c'était la petite aparté comme ça. Donc j'ai fait une story pendant les vacances de Noël où je parlais un petit peu justement des partenariats rémunérés, etc. Alors j'étais pas entrée dans les détails, mais c'est vrai que je voyais des choses dans des commentaires ou dans des messages privés qui m'interpellaient beaucoup, mais vraiment qui m'interpellaient beaucoup. Ça a débuté parce que Camille du compte Camelot Magicadou, je crois que c'est ça, dans cet ordre-là, je sais jamais c'est quel mot d'abord, avait fait une story, je crois, écrite où elle parlait des SP et j'avais lu en fait ce qui était en dessous et il y avait eu beaucoup de questions sur le fait que est-ce que finalement quand la personne reçoit un SP, est-ce qu'on peut faire confiance, est-ce qu'on peut avoir confiance en son avis ou est-ce que c'est du flan, que la personne en gros elle veut continuer à avoir des livres gratos. Et voilà, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus dans ces commentaires et je commençais à lire ça et ça m'a beaucoup questionné. Et de là, moi, je vous ai fait une story pour parler avec vous de tout ça parce que je trouvais ça extrêmement intéressant. Et ce qui était ressorti, en tout cas des échanges que moi j'ai eu avec vous, c'est que dans l'ensemble, vous faites assez confiance. Alors pas à tout le monde, mais vous faites assez confiance, vous êtes loin d'être naïf, et ça c'est plutôt super cool. Mais qu'il y en a quand même certains qui, comme ils ne connaissent pas le mécanisme de la collaboration rémunérée, et du coup se posent beaucoup de questions et s'imaginent des choses surtout. Donc je vous ai demandé de poser des questions, je les ai pas, honnêtement j'ai pas tout lu, j'ai fait des screens. Elles sont sur mon téléphone. Voilà, j'ai fait des screens, donc on va regarder ça ensemble. Je vais essayer de répondre le plus honnêtement et le plus transparentement, ça se dit pas, mais voilà, je vais essayer d'être le plus transparente possible. Il y a des choses que je ne sais pas, parce que je fais pas ça depuis très longtemps, et puis parce que j'en fais pas non plus 50 milliards, que en fonction du client, c'est pas la même chose. Voilà, donc c'est pas pareil pour tout le monde. Moi là, je vais parler vraiment du milieu du livre, puisque tout ce qui va être autre, je n'en sais rien. En fait, je sais pas comment ça se passe, je ne connais pas. Voilà, à savoir, au niveau vocabulaire, dans ma vidéo, si je parle de collaboration, et c'est exactement la même chose quand je parle avec vous en story ou quand je parle sur un live ou dans une vidéo, peu importe, à partir du moment où moi j'utilise le terme collaboration, c'est qu'il y a une rémunération. S'il n'y a pas de rémunération, c'est pas une collaboration, on collabore pas vous et moi, hein, c'est juste voilà, un envoi de livres gratuit, enfin voilà, pour moi il y a vraiment une grosse différence entre le fait de recevoir un SP et le fait de collaborer avec une maison d'édition. Voilà. À savoir que personnellement, je fais des collaborations rémunérées depuis moins d'1 an. Ça fait pas très longtemps que ça existe sur Booktube. Il y a encore quelques années, il y avait qu'une ou deux personnes qui en faisaient. Ça commence un petit peu plus à se démocratiser, et je dis bien un petit peu. Je pense que les partenaires du monde du livre,
je prends ça au sens très large du terme, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les éditeurs, hein. Il y a les auteurs auto-édités, il y a les plateformes de livres audio, il y a les plateformes de box, il y a les plateformes de plein de choses, et puis il n'y a pas que du livre pur non plus quand on parle de littérature, enfin quand on a une chaîne qui parle de livres, et je pense que ces partenaires-là commencent enfin à comprendre et à admettre, peut-être aussi, je pense que c'était surtout ce truc-là, réussir à admettre qu'il y a un vrai potentiel et un vrai impact, voilà, qu'on ait des vrais outils de communication en fait, hein, tout simplement. Alors je pense qu'ils le savaient déjà, c'est juste que ils se disaient que nous on s'en rendait pas compte et que du coup on continuait à accepter de faire de la com gratos. Alors certains continuent à le faire, très bien, enfin, après chacun fait comme il a envie. À partir du moment où on te demande de respecter certaines consignes, c'est pas normal de ne pas être rémunéré parce que la boîte pour laquelle tu vas le faire va, elle, gagner un max de blé et toi tu te fais... voilà, hein. Mais c'est mon point de vue, voilà, c'est pas une question de s'enrichir sur le dos des gens ou je ne sais quoi, parce que des fois je dis des trucs, c'est aberrant, c'est juste une question d'équilibre en fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours se dire, mais même dans le cas d'un service presse, faut se dire qu'à partir du moment où une maison d'édition, un auteur, que sais-je, vient vers vous, c'est qu'il a besoin de vous. Dans le sens où c'est qu'il se rend compte que vous avez un potentiel de visibilité qui l'intéresse, peu importe le potentiel. Peut-être que votre visibilité, c'est une visibilité de 10 personnes, mais si la personne est venue vers vous, c'est que ces 10 personnes l'intéressent. Donc peu importe en fait, à partir du moment où on vient vers vous, c'est que tout ça, ça les intéresse. Maintenant, à vous de savoir aussi quelle est votre valeur en fait, comment vous échangez, entre guillemets, votre travail, pas à l'instant T, parce que je voudrais juste préciser ce petit détail-là, et après je réponds aux questions. Se faire rémunérer, c'était pas uniquement se faire rémunérer sur la prestation de, je sais pas, de 3 stories ou d'une photo, hein, parce que là, des fois, des gens se disent « Waouh, ils sont hyper payés alors qu'ils font qu'une photo ». Oui, ok, mais cette photo, elle va toucher, je sais pas, alors je parle pas de moi, mais je parle des autres, elle peut toucher 5, 6, 7, 8, 10 000 personnes, et pour pouvoir toucher autant de monde, la personne, avant de poster cette photo, a énormément travaillé pour avoir une communauté qui lui fait confiance, une communauté qui la respecte, et du coup, voilà, c'est cette valeur-là que les marques veulent, et du coup, ce qui est monnayé, entre guillemets, ce n'est pas uniquement la demi-heure que va prendre la photo, c'est tout le travail qu'il y a eu en amont aussi. Voilà, faut remettre tout ça... voilà. Hein, bref, bon, on répond aux questions parce que je pourrais en parler pendant des heures sinon. Alors il y a quelqu'un qui me demande quel est le gain réel après la déduction fiscale et les déductions de la société, etc. Je peux pas te dire quel est le gain réel parce que ça va dépendre de chacun. Par contre, ce que je peux te donner, c'est les pourcentages. Au niveau de l'URSSAF, donc de ce qui est fait. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur. Parce que pour quelqu'un qui a un autre statut, ça va être complètement différent. Les pourcentages sont pas forcément les mêmes et les taxes ne sont pas forcément les mêmes. Pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur, qui fait du service, puisque là, quand on est influenceur littéraire, on fait des prestations de service. Pour la prestation de service, tu es pas loin des 30%. Alors c'est pas 30% pile, on est un petit peu en dessous, mais t'es pas loin des 30% de taxation. Ça veut dire qu'en fait, si, tout simplement, tu factures 300 € ta prestation, tu vas devoir remettre, dans tous les cas, 90 € de ces 300 € à l'État, déjà d'office. Donc toi, déjà, il te reste 210 € net, sur lesquels ensuite il va falloir que tu déduises de l'impôt. Puisque, bah, comme tout le monde, comme vous, comme toutes les personnes qui sont salariées, vous avez maintenant votre salaire avec déduction d'impôt. Pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur, bah ça, faut que la personne le calcule en fait. Mais il y a aussi un pourcentage d'impôt dessus. Voilà, donc en fonction de tout ça, bah, tu as ton gain réel. Et après ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre si tu as acheté du matériel ou si tu as acheté des choses pour faire la prestation. Ça va dépendre, j'en sais rien, ça peut dépendre de ton temps de travail, bref, ça dépend de plein de choses, mais ce que tu vas déduire, c'est à peu près 30%, pour grossir, hein, parce que c'est un peu en dessous, on va dire à peu près 30% que tu dois payer à l'URSSAF. Ça c'est obligatoire, et ensuite les impôts que tu vas payer, mais à la hauteur de tout le monde en fait. Voilà, alors après le seuil de rentabilité, je te dis c'est pareil,
c'est à toi de voir en fonction du temps que tu vas y passer, en fonction du temps que tu sacrifies. Ça dépend aussi de ta façon de travailler. Moi, je sais que dans mes calculs de tarifs, j'intègre toujours le fait que à partir du moment où une collab empiète sur mon temps de travail, puisque vous savez que de façon générale, je suis auto-entrepreneur parce que je gère ma boutique et que ça me prend beaucoup d'heures. Et à partir du moment où, par exemple, je vais avoir besoin, je sais pas, d'une après-midi ou d'une journée entière pour cette collab, il faut que ça compense ce que je perds comme temps de travail et comme argent sur la boutique. Donc moi, je le fais comme ça, le calcul. Mais quelqu'un qui n'a pas ce genre d'emploi va peut-être pas le faire comme ça, en fait. Vous voyez, quelqu'un qui va préparer sa collab sur les soirées, va pas le calculer de la même façon que moi. Moi, maintenant, vous me direz, je pourrais le faire sur mes soirées, mais en fait, non, puisque moi, quand je bosse, en général, je finis, il est 21h, quoi. Donc, je peux pas m'occuper de la collab après. Je suis trop exténuée. Mais voilà, donc ça va vraiment dépendre de chacun, en fait, et de comment tu travailles. Alors ensuite, c'était ça, la question qui revenait assez souvent, c'était est-ce qu'il y a des conditions imposées par le partenaire, par l'influenceur, et combien de temps ça prend un peu pour tout ça, pour se mettre en place. Alors tout ça, c'est pareil, ça va dépendre, ça dépend du partenaire, ça dépend de l'influenceur, et ça dépend, ça dépend des deux pour le temps. Très souvent, je crois que le délai le plus long, moi, qui se soit écoulé, c'était peut-être 1 mois, voire 1 mois et demi avant qu'on lance la collaboration. Je crois que vraiment c'était ce qu'il y avait de plus long en termes d'attente de délai. Maintenant, parfois, on peut commencer, alors c'est ce qui m'est arrivé avec Ozu, mais c'était pour des raisons diverses. On a commencé la collab à un moment et ça a pris 1 mois et demi pour la terminer parce que voilà, je devais terminer la collab en faisant un interview de l'autrice et j'ai pas pu rencontrer l'autrice avant 1 mois et demi. Donc ça, c'était en fonction de mon planning et de son planning à elle. Ça s'est fait comme ça, c'était pas grave en soi. Mais il y a pas, moi en tout cas, j'ai jamais eu de trucs très... au niveau du timing, etc., j'ai jamais eu de trucs très précis. Alors parfois, par exemple, quand c'est avec un auteur auto-édité, ça on reviendra sur la question aussi, mais quand c'est avec un auteur auto-édité, comment dire, on va essayer, si c'est pour la sortie de son livre, je vais essayer de faire en sorte de sortir ma vidéo autour de la sortie de son livre, sinon ça n'a pas vraiment de sens en fait. C'est-à-dire que s'il veut communiquer sur la sortie de son bouquin, autant qu'on le fasse à ce moment-là, et voilà, donc là, c'est en fonction de quand est-ce qu'il me contacte. C'est clair que s'il me contacte la veille de la sortie, on pourra rien mettre en place pour ça, mais ça peut aller assez vite, mais ça va dépendre aussi de est-ce qu'il faut que je lise le livre avant, est-ce qu'il y a un livre à lire pour la collab, parce que des fois il y en a pas forcément. Quand j'avais fait ma collab avec Once Upon a Book par exemple, j'avais pas de livre à lire, puisqu'il s'agissait d'un unboxing, donc j'avais pas de livre à lire. Voilà, ça va dépendre de tous ces critères-là. En ce qui concerne les conditions, j'ai jamais eu de contrat très strict, en tout cas personnellement, avec les partenaires avec lesquels j'ai travaillé. Chacun a ses exigences, le partenaire a son exigence, j'ai mes exigences aussi sur certaines choses. Par exemple, alors je l'ai jamais mis clairement, parce que je vous dis, il n'y a jamais eu de contrat, comment dire, il n'y a jamais eu de contrat très strict, mais moi je veux pouvoir dire ce que je veux. C'est-à-dire qu'à aucun moment il faut qu'on me dise il faut que tu places telle phrase, il faut que tu places tel mot. Non, ça je fais pas. Ça je fais pas. Tu peux me dire ouais de pas oublier de parler de tel aspect, etc. Ça y a pas de souci. Par contre, les phrases toutes faites, les choses qui me ressemblent pas, ça passe pas parce que ça se verrait beaucoup trop. J'ai une façon de m'exprimer et un franc-parler qui fait que ça passerait pas en fait. Vous le grillerez tout de suite et on serait ridicule en fait. Donc non, par contre, ça m'est arrivé une fois d'avoir un contrat, alors en plus c'était la merde parce que le contrat était en anglais, donc moi je stressais de taré, de louper une info sur le contrat et tout, je suis stressée comme fille. Donc j'étais en panique, je cherchais tous les petits mots, je l'ai relu 15 fois, j'ai demandé à Chris de le lire 15 fois et tout, pour être sûre que je voyais pas, tu vois, qu'il n'y avait pas un truc chelou. Et la seule exigence, par exemple, dans ce contrat-là qu'il y avait, c'est que je devais pas comparer leur produit à un autre produit très connu, voilà, que je citerai pas. Et puis, donc ça, il fallait pas que je fasse de comparaison, mais de toute façon je comptais pas en faire, donc ça me gênait pas plus que ça. Et puis la deuxième chose, c'était de ne pas dénigrer le produit dans mon partenariat en fait. Mais ça risquait pas d'arriver non plus, puisque en général, quand c'est un produit autre qu'un livre, je le teste, et si je l'aime pas, je dis non. Donc de toute façon... Voilà. Et quand ils disent dénigrer, c'était vraiment, j'avais le droit de dire que j'aimais pas ça ou ça, il n'y avait pas de souci. Par contre, clairement, je pouvais pas dans ma vidéo dire ah ce produit c'est de la merde. C'est logique, voilà. En même temps, est-ce que je m'embêterais à faire une vidéo pour vous présenter un produit qui est de la merde?
non, enfin je veux dire, ça n'a aucun sens de toute façon. Donc voilà, je crois que moi personnellement c'est les seules choses que j'ai eues. Pour en avoir discuté avec d'autres personnes, je sais que pour des boîtes un peu plus grosses, parce que moi j'ai jamais travaillé avec des très très grosses boîtes, enfin je travaille avec Bamboo, qui est quand même une très grosse société, mais enfin par rapport aux autres en tout cas, mais eux ils sont ultra cool. Moi j'adore Bamboo de toute façon, donc voilà, ils sont ultra cool. Mais je sais que d'autres, pour des sociétés un peu plus grosses ou des choses comme ça, on leur a demandé de dire ça, de faire ça, ou de mettre ça à tel moment, etc. Alors sans non plus leur faire de script, hein, mais voilà, c'est normal. C'est comme quand il y a une, je sais pas, une pub pour un shampoing. Si la particularité du shampoing c'est d'être antipelliculaire, c'est évident que la marque va demander aux personnes qui présentent le shampoing de préciser que c'est antipelliculaire. Dans le monde du livre, c'est la même chose. Enfin voilà, c'est évident, mais il n'y a pas Enfin moi, j'ai jamais vu de script, en tout cas. Et en ce qui concerne ce genre de choses, moi, je fais très attention. Par contre, c'est quand j'accepte de collaborer avec des auto-édités, je rajoute alors moi je fais pas de contrat, je fais des devis qui ont valeur de contrat, mais je précise bien dessus que en fait la prestation sert en fait à donner de la visibilité à l'ouvrage et que dans aucune façon et aucune manière je ne peux garantir des ventes. C'est quelque chose que je trouve très important, surtout quand tu fais une collaboration avec une petite société ou avec quelqu'un qui est auto-édité, parce que l'investissement financier n'est pas le même pour une toute petite boîte. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai aussi ma boîte et que effectivement voilà, si pour l'instant je peux pas le faire, j'espère qu'un jour je pourrai, mais voilà, si je devais travailler avec quelqu'un et payer cette personne, bien sûr que j'attends des résultats. Maintenant, pour la personne, c'est un poids énorme et tu peux pas demander à la personne, tu peux pas dire, ok, par contre, si j'ai pas fait 500 ventes, je te paye pas. Ça, voilà. Ça, tu le mets pas, ça m'est jamais arrivé en tout cas, mais moi j'aime bien préciser quand même aux personnes que je ne peux pas m'engager à ce que suite à ma vidéo, les gens aillent acheter le livre. Je peux pas m'engager à ce que le livre devienne un best-seller, je peux pas m'engager à tout ça. Par contre, la seule chose pour laquelle je m'engage et les choses pour laquelle les auto-édités, les autres aussi, hein, mais là j'aime bien préciser ça pour l'auto-édition, la seule chose pour laquelle ils payent, c'est la visibilité que je peux leur donner. Voilà. Et ça c'est important en fait de différencier ça, parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais pour moi c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose. À aucun moment je ne suis là pour vous vendre des choses. Même quand je vous parle de ma propre boutique, je vous donne l'information. C'est-à-dire que je vais vous dire, ah bah tiens, j'ai mis ça en ligne. Voilà. Bien sûr que j'espère que ça va se vendre. Maintenant, à aucun moment je vais venir vous harceler pour que vous achetiez des produits. Je vous donne l'info, je vous dis voilà, j'ai mis ça en ligne. Donc je m'auto-donne de la visibilité, et quand je travaille pour quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose. Moi, dans les prestations, ce que je propose, en fait, ce que je vends comme service, c'est de la visibilité, c'est tout en fait. Donc je vous montre que telle chose existe, je vous présente l'objet, je vous présente le livre, etc. Mais en aucune façon je vais forcer la main pour que quelqu'un achète, en aucune façon je ne vais garantir des ventes derrière, en aucune façon je vais, voilà, non, c'est pas dans mon intérêt, c'est pas dans l'intérêt de la marque et c'est pas dans votre intérêt. Donc non, en fait, je vous présente juste des choses que moi je trouve cool, ou des choses qui pourraient être cool pour vous. Enfin, vous voyez, ce genre d'échange-là. Mais pour moi, c'est hyper important de préciser que je suis pas là pour vous vendre des produits, pour les marques, c'est pareil, je suis pas là pour vendre leurs produits, c'est pas mon taf, en fait. Moi, c'est juste de dire aux personnes qui me regardent, hey, vous avez vu, ça existe, ça a l'air cool. Point, en fait. C'est tout. Après, bien sûr que quand j'adore quelque chose, je suis pas naïve, je sais que ça va en intriguer certains, que ça peut déclencher des achats. Bien sûr que je le sais. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant dans ce qu'on propose et dans ce qu'on présente, parce que on faut avoir cette conscience que on peut déclencher des ventes. Ça, c'est évident. Maintenant, mais tout le monde, hein, pas, qu'on ait 100, 200, 1000, 10 000, 20 000 abonnés, c'est la même chose. On peut faire déclencher des ventes. Donc voilà, faut avoir cette conscience-là et du coup ne pas proposer n'importe quoi, tout simplement. Maintenant, à partir du moment où tu as vérifié, à partir du moment où voilà. Mais encore une fois, on peut aussi se tromper. C'est un truc sur lequel je veux absolument préciser, c'est qu'on est en tant qu'influenceur, on est aussi faillible et on peut très bien parfois se tromper en faisant une collab. Et je pense qu'en tant que
personnes qui consomment le contenu, faut aussi en avoir conscience que la personne qu'on a en face de nous, parfois elle peut se tromper, elle a le droit à l'erreur, et qu'il faut pas non plus lui taper sur la tronche si elle a fait un partenariat que vous jugez pas terrible. Ça peut arriver en fait. Voilà. Moi pour l'instant je regrette aucun des partenariats que j'ai fait, enfin voilà, j'ai pas le sentiment de m'être gourée sur quoi que ce soit pour le moment. Maintenant, je vous dis, j'ai même pas un an de recul. Mais juste pour vous dire que c'est des choses qui existent et qu'il faut aussi il faut aussi être tolérant vis-à-vis de ça, parce que des fois on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il faut pas oublier que en tant que tout petit, on est tout seul. On est tout seul, c'est pas comme des grands youtubeurs qui vont avoir des agents, qui vont avoir une agence derrière eux, qui vont avoir des juristes, qui vont avoir plein de gens derrière eux pour justement éviter les merdouilles. Nous, on est tout seul en fait. On est tout seul. Alors, on communique un petit peu entre nous, ça commence un petit peu, mais je trouve qu'on est quand même très très seul face à tout ça. Moi, la première fois que j'ai dû établir un devis et donner un prix, franchement, ça a été panique à bord en fait. Hein. Donc voilà, je crois que je suis encore partie comme d'habitude. Alors oui, les critères à prendre en compte pour établir le montant de ta prestation. Alors, moi j'en prends plusieurs. Je vous ai dit, je prends déjà le facteur temps. Donc combien de temps va me prendre cette prestation, pas sur 1 mois ou 2 mois, mais vraiment le temps que je peux compter en heures sur, voilà, je vais lire le livre, il fait tant de pages, moi je lis à peu près tant de pages par heure, donc c'est déjà de lecture, ça va me prendre tant d'heures. Ensuite, pour présenter le truc, faire une vidéo, faire ceci, moi je calcule par rapport à mon temps de travail et à la perte que ça représente par rapport au travail que je vais pas pouvoir effectuer sur ma propre société, enfin sur... sur Piquer des Shops, quoi. Donc moi je prends ça en compte. Ensuite, forcément, je vais prendre en compte si c'est sur Instagram ou sur YouTube. Si c'est sur Instagram, une story c'est éphémère, ça dure 24 heures. Donc déjà pour moi, je fais payer moins cher une story parce que c'est éphémère. Sur YouTube, moi les vidéos, je les efface très rarement. Ça arrive, mais c'est très rare. Mais vraiment très très rare, c'est pour ça qu'il y en a plein sur ma chaîne. Du coup, pour moi, il y a une visibilité qui va rester présente très longtemps, parce que même s'il n'y aura pas de la hype sur la vidéo aussi longtemps, c'est-à-dire que 1 an après, peut-être que vous l'aurez oublié, mais quelqu'un d'autre peut tomber dessus. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche un avis sur tel produit, en tapant sur Google, il peut potentiellement tomber sur ma vidéo. Ça, c'est quelque chose que je prends en compte, la durée de vie de ma prestation. Ensuite, la visibilité, donc savoir effectivement potentiellement le nombre de personnes qui vont voir cette vidéo ou cette story. Voilà, donc je sais que les marques, il y a beaucoup de marques et beaucoup d'éditeurs, etc., qui préfèrent Instagram. Je pense que c'est le côté instantané, le côté rapide, le côté où tu peux faire un peu de buzz, etc. Je pense que c'est ça. Mais concrètement, et je pense pas être la seule, et je suis même certaine que tous ceux qui ont une chaîne YouTube, la visibilité est bien plus importante sur YouTube que sur Instagram. Personnellement, je fais bien plus de vues sur YouTube que sur Instagram. Donc, voilà. Mais je vais prendre en compte le nombre de vues également. Je vais prendre tout ça, le mettre dans un shaker, rajouter les 30% de l'État, le prix je vais réfléchir au fait qu'il y a l'impôt, etc. Mais comme vous, quand vous demandez votre salaire, quand vous négociez votre salaire, vous calculez combien vous allez payer, enfin vous voulez savoir combien vous allez toucher en net. Nous, c'est pareil. Tu mets tout ça dans un shaker, tu secoues, et puis t'obtiens quelque chose. Personnellement, ce que j'ai fait la première fois, puisque moi je ne savais pas comment établir ce genre de choses, je suis allée sur Google, puisque Google est ton meilleur ami. J'ai tapé grille tarifaire influenceur, et tu as plein de grilles tarifaires qui apparaissent avec des chiffres alors il y a quand même des chiffres qui se regroupent pas mal, où tu vas avoir des données, genre je sais pas, un compte de 100 000 abonnés peut demander tant, je me souviens pas des chiffres, donc je peux pas vous dire de conneries, mais allez voir sur Google, vous les verrez, hein. Vous pouvez demander tant pour une vidéo, tant pour ceci, tant pour cela. Ensuite, il suffit de faire le prorata par rapport à votre nombre d'abonnés, en fait. Et puis ça passe très bien, tout simplement. Moi, la première fois, c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, ça m'est arrivé une fois d'avoir un doute et de demander au partenaire, mais parce que c'était très particulier, de lui dire est-ce que tu crois que ça le fait ou pas, mais parce qu'en fait la personne avec qui j'étais en contact, je sais que c'est pas elle qui me payait, donc la personne, c'est pas qu'elle s'en battait les steaks, mais voilà, je savais qu'il y aurait une certaine honnêteté entre nous. Voilà, moi je le calcule comme ça, et après
Moi, dans ma grille tarifaire, j'ai le tarif YouTube, le tarif Instagram, et j'ai un package où je mets du YouTube et du Instagram pour ceux qui veulent les deux prestations. Très souvent, tu donnes ton tarif. Ça m'arrive une fois sur deux qu'on négocie, en fait, que la boîte me dise « Ah ouais, non, là, ça fait beaucoup. Est-ce que tu crois qu'on peut baisser un peu? Est-ce qu'on peut voir ça ?» Ou ils enlèvent des choses de la prestation. Voilà, des fois ils en rajoutent aussi, donc on augmente le tarif, mais voilà, ça bouge comme ça en fait, c'est une question de négociation aussi, et c'est pour ça que, en tout cas personnellement, je n'ai jamais le même devis, la même somme, en fonction des prestations que j'ai pu faire, sauf pour les auto-édités, où là, en général, je propose à peu près la même chose, et il est évident que je demande beaucoup moins à un auto-édité qu'à une maison d'édition, parce qu'ils n'ont pas le même budget, et voilà. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'auto-édition, il y a pas longtemps, je disais jamais je ne ferai de collab rémunéré avec les auto-édités, c'est leur tirer une balle dans le pied, c'est leur prendre du fric, et blablabla, et tout. Qu'est-ce que je suis conne parfois, je vous jure. Non, en fait, je pense que ouais, j'avais cette notion-là de oh, les pauvres petits malheureux. Et en fait c'est débile parce que je me suis rendu compte après que quand tu lances ton livre en auto-édition et quand tu veux lui donner une chance de réussir, et ben c'est comme quand tu lances une société et que tu veux lui donner une chance de réussir. Tu dois investir dans la communication et tu le sais dès le départ. Donc en fait, quand tu as établi le budget, le budget pour la sortie et le lancement de ton livre, et ben oui, il y a l'impression, il y a la correction, il y a la couverture, il y a ceci, la distribution, le totata, mais il y a aussi la com, et il faut pas le négliger, et je pense que c'est un truc qui est hyper important, il ne faut pas négliger la communication. Tu peux, en tant qu'auto-édité, je pense, trouver des personnes qui vont accepter de lire ton livre gratuitement, c'est fort possible. Maintenant, il faut aussi se dire que moi, je refuse pas systématiquement, parfois le livre a l'air bien, et je dis oui, pour la lecture, pour le recevoir, mais alors je peux t'assurer que j'ai 3 ou 4 livres auto-édités qui sont dans ma palle, ils sont là depuis 2-3 ans. Parce que, je sais pas pourquoi, ils passent pas en priorité en fait. Et ils passent pas en priorité parce que je vais recevoir la dernière nouveauté sur laquelle il y a eu vachement de com, et je suis humaine, je suis comme vous en fait, hein, et sur lequel je suis hypée de malade, et du coup je vais préférer lire celui-là que lire le roman de l'auto-édité dont j'ai jamais entendu parler, et dont je suis pas sûre d'aimer. Vous voyez, il y a tout ce cheminement-là. Bref, donc c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est pour ça qu'au mois de décembre vous avez vu 2 collabs avec des personnes qui ont choisi d'auto-éditer leur livre, parce que voilà, je suis honnête, je suis débordée de boulot pour le shop, et que moi je veux bien, quand un livre a l'air sympa, etc., je veux bien filer un coup de main et voilà, et donner de la visibilité à l'ouvrage et à l'auteur pour qu'ils puissent se lancer, et parce qu'ils en ont besoin, parce que justement ils n'ont pas toute cette équipe de com que peut avoir une grande boîte, donc ça c'est ok, moi je suis ok à 100%. Par contre, il faut pas que j'en pâtisse non plus, c'est-à-dire que si je passe une journée entière à lire le livre, faire la vidéo, la monter, faire de la com autour, etc., moi faut pas que je perde une journée de travail. Est-ce que vous, en tant que salarié, vous prendriez une journée de vacances non rémunérée, alors pas une journée de vacances, est-ce que vous prendriez une journée de congé sans solde pour faire de la com à un roman? Bien sûr que non, personne ferait ça. Et si vous me dites que oui, c'est de l'hypocrisie, je vous crois pas. Honnêtement, ou alors vous êtes vraiment blindés et vous n'avez pas besoin de votre journée de travail. Mais voilà, je pense qu'on est tous pareils, on a des factures à la fin du mois, et voilà, c'est comme ça en fait. Et c'est pour ça que là, je me suis dit, ok, tu peux pas priver finalement les auto-édités de visibilité, c'est stupide. C'est comme si moi, avec Piketty Shop, j'allais voir des influenceurs et qui me disaient « Oh non, t'es une toute petite boutique, toi on te connaît pas, j'ai pas envie ». Ah bah je le prendrais pas très très bien, tu vois, parce que finalement, moi, en tant que petite boutique, j'ai sûrement plus besoin de visibilité que Amazon, tu vois, par exemple. Donc voilà, il y a tout ce parcours-là qui a cogité dans ma tête, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous qui m'ont fait ouvrir les yeux aussi là-dessus, et je me suis dit qu'effectivement, je m'étais plantée, c'était bête ce que je disais, et que non, c'est pas leur tirer une balle dans le pied, c'est donner l'opportunité à ceux qui ont établi un budget com et un budget pour leur bouquin, d'avoir un peu de visibilité, tout simplement. Donc, voilà pourquoi j'accepte maintenant de faire de la com, enfin en tout cas de faire des collaborations avec de l'auto-édition, mais bien sûr toujours en précisant que je ne garantis pas des ventes de livres, parce que je suis pas là pour ça, et surtout parce que, et aussi en tenant compte du fait que je vais prendre tant de temps pour le lire, etc. Maintenant, alors,
elle me demandait s'il y avait des contrats. Personnellement, je ne fais pas de contrat. Il faudrait que j'en ai un type, etc. Mais il faudrait que je le fasse valider. Il faudrait que je vois au niveau du droit, etc. C'est trop compliqué. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc, je fais un devis comme un peintre, comme quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, par exemple, ou comme plein de personnes. Je fais un devis qui, à partir du moment où il est signé par le partenaire, a valeur de contrat. À partir du moment où le devis est signé de ma main et de sa main, c'est bon, le contrat est signé et on s'engage tous les deux. Lui à me rémunérer pour faire ce qui est écrit sur le devis, et moi je m'engage à faire ce qui est écrit sur le devis. Voilà. Une fois que ce devis est établi, donc dans le devis, il y a des choses obligatoires. Je vous laisse regarder sur internet, mais il faut un numéro de SIRET par exemple. Il y a des obligations légales quand même sur le devis. Tu précises également le montant, etc. Tu précises, je sais plus si... Non, je crois pas, enfin bref, je réfléchis à haute voix. Une fois que tu as terminé ta prestation, tu établis une facture. N'oublie pas la facture, sinon tu ne seras pas payé. Tu établis ta facture en reprécisant ce que tu as fait, en donnant ton RIB ou je ne sais quoi, et en mettant le délai de paiement que tu donnes à ton partenaire, donc 30, 60, 90 jours, après c'est à toi de voir quand est-ce que tu vas être payé au plus tard. Et voilà, et ton contrat est établi, et une fois que tu as donné ta facture, et tu n'as plus qu'à attendre qu'on te verse tes sous. On me demande justement si je teste les produits, etc. Oui, c'est une évidence. Alors très souvent, on va dire ok, on peut faire une collab ensemble, on va m'envoyer le livre ou le produit, etc. Si moi j'aime pas, ça fait cheap, ou si le livre me plaît vraiment pas, je vais dire on laisse tomber, parce que je veux pas mentir, donc on laisse tomber. Et puis je me vois pas vous présenter un livre sans vous donner mon avis sur le livre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi c'est bizarre. Donc je lâche l'affaire et tant pis, voilà, parce que je peux me permettre aussi ce genre de choses, tout simplement parce que je ne vis pas de YouTube. Je vous l'ai déjà dit, moi mon activité principale c'est ma boutique, donc voilà, c'est un complément. J'aimerais que ça se développe, vraiment j'aimerais que ça se développe, mais de ouf, parce que j'adore faire ça. Donc oui, je teste le produit. Maintenant, pour un roman, je suis pas obligée d'avoir un coup de cœur. Je suis pas obligée d'adorer le roman pour vous en parler, en fait. À partir du moment où le roman n'est pas problématique, à partir du moment où je l'ai trouvé même juste sympathique, je vois pas où est le problème, en fait. Voilà, alors évidemment je vais pas faire une collab si j'ai détesté le livre, si je l'ai trouvé sexiste, raciste ou je ne sais quoi, bien évidemment que j'en parlerai pas. Si pour moi il y a un vrai problème dans le livre, j'en parle pas. Maintenant, si c'est un roman avec lequel j'ai passé un bon moment, je vois pas où est le problème. Voilà, là on parle de lecture, on parle de roman, on parle de ressenti. Donc il y a peut-être un livre que moi j'ai trouvé sympa, juste sympa, que Ginette va surkiffer et que Bernadette va détester. C'est pas un problème, on parle d'un livre, on parle d'un ressenti. Donc voilà, moi au niveau du livre, je vais refuser si vraiment il y a un souci avec le roman, si j'arrive pas à aller au bout, parce que ça peut arriver aussi, si vraiment j'y arrive pas et que j'arrive pas à le lire, je vais pas vous en parler, si j'arrive pas à aller jusqu'au bout, c'est débile. Pour ce genre de choses, oui, si c'est un abandon ou s'il y a des gros soucis dans le livre, ou si j'ai détesté, j'en parlerai pas, mais parce que j'ai pas envie de soutenir des choses que je déteste. Maintenant, si c'est juste moyen, voilà, ça reste qu'un avis en fait. Donc je vois pas où est le mal, puisque je vais pas descendre le roman, mais que je sois payée ou pas. Je vais pas descendre un roman que j'aime moyen en fait. Je vais vous dire pourquoi ce que j'ai adoré et ce que je n'ai pas aimé, point, que je sois payée ou pas. Et les maisons d'édition, à aucun moment, même celles avec lesquelles je fais des collaborations rémunérées, à aucun moment elles m'ont demandé de dire que du bien du livre. En fait, moi, on m'a jamais demandé ça. On m'a jamais dit qu'il fallait que je fasse genre que j'avais eu un coup de cœur. Non, jamais. Mais de toute façon, je suis pas une très très bonne menteuse. C'est pour ça que je suis pas très bonne comédienne non plus. Et de toute façon, je pense que ça se voit maintenant, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez quand j'ai aimé un livre ou pas, ça se voit. Voilà, vous savez comment je suis. Quand j'aime quelque chose, ça se voit, en fait. Et c'est pareil, c'est pas parce que moi j'adore quelque chose que ça garantit que vous allez l'aimer. Enfin, on reste dans le ressenti, voilà. Maintenant, pour un produit, genre quand j'ai fait le partenariat avec Studio, donc pour les oreillettes, là, pour les oreillettes Bluetooth, bien sûr que j'ai essayé avant. J'ai vérifié que c'était pas du dropshipping, donc j'ai fait des recherches, etc. Et ensuite, j'ai testé. J'allais pas vous dire qu'elles étaient bien si c'était de la caca, tu vois. Donc non, j'ai testé. Ça c'est une évidence. Voilà. Et si ça me plaît pas, j'arrête, en fait. J'arrête. Y a personne qui m'oblige à faire le partenariat.
parce que justement pour l'instant j'ai pas de contrat très précis, enfin tu vois le genre quoi. Donc j'ai encore cette liberté là et c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que tu me disais d'autre? Alors est-ce que je suis libre sur le format? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, je suis assez libre. Des fois, on me fait des suggestions. On me dit, ah, est-ce que tu pourrais peut-être en reparler? Genre, il y a eu... Je sais plus c'était pour quel partenariat. Je devais le montrer 2 fois. Enfin, je devais y avoir deux prestations autour de l'ouvrage. Et en fait, la deuxième fois... Il y a eu un truc, j'ai pas pu le faire, et on m'a dit, ah bah dans ce cas-là, tu le montres en book haul. Et je leur ai dit, bah non, parce qu'à ce moment-là, je faisais plus du tout de book haul, et ça aurait été bizarre de faire un faux book haul, tu vois, juste pour le présenter. Mais la maison d'édition m'a dit, ah bah non, y a pas de souci, bah trouve-nous une autre idée, c'est pas grave. Voilà, j'ai jamais eu de... On m'a pas dit, ah bah tu le mets dans un vlog, ah bah tu le mets là, ah bah tu le mets là. Non. Par contre, effectivement, par exemple là, pour les romans auto-édités où j'ai fait des reading vlogs, bah j'essaye de faire en sorte qu'ils soient seuls dedans. Voilà, c'est pas une vidéo dédiée au roman, puisque je vais vous parler d'autre chose. Par contre, pour vraiment leur donner une vraie visibilité, parce que bah ils en ont, voilà ce que je disais, ils en ont besoin, hein, s'ils me contactent, c'est pour ça, pour leur donner une vraie visibilité, je vais pas mettre 15 livres dans la vidéo, c'est évident en fait. Parce que sinon ils vont être noyés au milieu des gros bouquins et des grosses sorties, et c'est ce qui leur arrive déjà dans les librairies, sur le Amazon, enfin partout, donc je vais pas recommencer ça sert à rien. Donc voilà, je crois que je suis allée encore beaucoup trop loin. Est-ce qu'il y en a qui vérifient? Est-ce que je devais... Non, attends. Est-ce que je dois faire vérifier? Alors, ça m'est arrivé une fois qu'on me demande si je pouvais envoyer ce que j'allais dire, en fait. Je dis ok, moi j'ai fait toute ma vidéo, j'ai sélectionné la partie qui concernait le partenaire parce que j'estimais qu'il n'avait pas de droit de regard sur le reste, donc j'ai envoyé cette partie-là, la personne a regardé, elle m'a dit oh bah ok, pas de souci. Mais j'avais senti déjà dès le départ que c'était pas pour fliquer en fait, c'était juste par pure curiosité, et je peux comprendre aussi. Eux, ils engagent aussi leur nom et leur réputation, et ils engagent de l'argent, donc je comprends qu'ils aient envie de vérifier. Il y avait un partenariat que je devais faire avec une boîte qui m'avait contacté pour un sous-traitant, enfin bref. Finalement, ça s'est pas fait, et pour quelle raison, j'en sais rien, mais finalement, ça s'est pas fait. Et là, par contre, ils m'avaient dit que je devais faire la vidéo, que je devais leur envoyer, que eux l'envoient à leur client, que le client devait valider, et qu'une fois que c'était validé, eux, ils me recontactaient. Donc c'était tout un schmilblick. Là, ça doit être plus compliqué, mais je pense que ça arrive, et peut-être que ça m'arrivera, et bah, s'il faut que je m'adapte, je m'adapterai, c'est comme ça en fait, c'est pas très grave. Mais pour l'instant, moi, ça m'est jamais arrivé. Comment je trouve les partenariats rémunérés? Comment je les trouve? Alors, bah, ils sont tous venus vers moi, en fait. Ouais, ils sont tous venus vers moi. Alors, pour... attends, je réfléchis. Non, ils sont tous venus vers moi. Pour Bambou, qui est un de mes plus réguliers, bah en fait, j'étais déjà en part avec eux, enfin, je recevais déjà des SP, et du coup, j'ai prévenu la personne qui s'occupe des SP, j'ai dit, bah écoute, voilà, j'ai professionnalisé ma chaîne, si jamais il y a des collabs rémunérés qui sont potentiellement possibles, et si vous en faites, parce que bon, je savais qu'ils en faisaient avec d'autres personnes, je leur dis voilà, pensez à moi si ça peut vous intéresser aussi, et puis à partir de là, ils ont commencé à me contacter. Voilà, moi je préviens juste en fait les partenaires avec lesquels je travaille, et pas tous en fait, hein, parce qu'il y en a certains, bah quand c'est sur Instagram et tout, tu sais, des fois tu demandes des SP sur Instagram, donc bah je le dis pas trop, mais voilà, ceux avec qui je suis en contact depuis plus longtemps, depuis très longtemps, oui, je vais leur dire, un jour, voilà, en passant, je vais leur signaler que, mais en général, je le dis qu'une fois, parce que j'ai pas la... je suis pas assez agressive, je crois. Et du coup, je pense qu'on me zappe beaucoup, c'est pour ça que j'en ai pas tant que ça. Mais en fait, je me vois pas aller insister, etc. Et puis moi, je côtoie pas du tout le milieu, ce milieu-là. En fait, je connais personne, en fait, dans ce milieu-là. Et du coup, c'est plus difficile, j'ai pas de contact, donc voilà. Mais en général, ils viennent vers moi, et pour les personnes auto-éditées, les 2 que j'ai fait par exemple là, c'est des personnes qui m'avaient contacté sur Instagram, et je leur ai dit très honnêtement que c'est pas que je ne voulais pas, c'est que aujourd'hui, pour être sûr de pouvoir leur proposer quelque chose qui ait de l'intérêt pour eux et de l'intérêt pour moi, il fallait qu'on passe par une collab rémunérée, et qu'il fallait qu'ils y réfléchissent, et voilà. Maintenant, moi je suis honnête, et en général ça se passe plutôt bien. Oui, je sais. Alors, quelqu'un qui me dit Audrey a déjà fait une vidéo. Oui, mais on peut être plusieurs à faire une vidéo. En général, c'est pas un souci. D'ailleurs, elle était très très bien sa vidéo si vous voulez aller la voir. Attends, haute page. Alors, est-ce qu'on peut en vivre? Alors, tu peux en vivre si t'as une plus grosse communauté que la mienne, parce que effectivement, le prix que tu vas pouvoir demander. Après, je peux essayer de demander plus, mais moi, j'estime que par rapport à la visibilité que j'offre.
ce serait me survendre, me surcoter. Ça dépend de combien tu touches par prestation. Il est sûr que si tu touches 1000 balles par prestation et que t'en fais 4 dans le mois, oui, tu peux en vivre. Après, ça dépend de ton niveau de vie, ça dépend de ce que tu as envie d'avoir comme niveau de vie. Maintenant, moi, je prends pas 1000 balles, hein, clairement pas, et j'en fais pas tous les mois. Et il faut quand même que ça reste très très régulier, parce que je vous dis, on n'est pas payé tout de suite. C'est pas t'as terminé, t'es payé. Des fois, t'es payé 30 jours après. Il y a un décalage, donc peut y avoir des mois où il n'y a pas du tout de part. Moi, depuis mai, je crois que je suis restée peut-être 1 ou 2 mois où j'avais aucune collab. Là, par exemple, on est en janvier, je n'ai aucune collab de prévue pour 2022. Il y a rien de rien. C'est-à-dire que pour janvier, j'ai pas de contact, j'ai rien, il y a rien. Ça se trouve en 2022, je n'aurai plus jamais de collab et cette vidéo n'a aucun sens du coup. Non mais voilà, en fait t'as aucune visibilité là-dessus. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui est lancé, comme par exemple Audrey du Souffle des Mots, c'est acté au niveau des maisons d'édition qu'elle fait ça comme métier, et du coup, ils viennent régulièrement vers elle. Ça va être souvent les mêmes maisons d'édition qui vont revenir vers elle, mais au même titre que moi, par exemple, le Bambou revient vers moi régulièrement. Voilà, donc... Tu peux en vivre, oui et non. Après, je vous dis, ça dépend de la personne, ça dépend d'où t'en es dans ta vie. Je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui a 20-25 ans d'en vivre, parce qu'elle n'est pas au même stade que moi à 40 ans. C'est-à-dire que je vais pas dire que mes exigences de vie sont différentes, mais j'en suis à un autre stade de ma vie. C'est-à-dire que moi, je parle d'empreinte, dans ma tête, tu vois, quand je pense au boulot, je pense au salaire, je pense à emprunt immobilier, je pense à crédibilité auprès des banques, je pense à tout ça, je pense pas juste à finir le mois, tu vois. Donc il y a aussi cette nuance-là. Moi, je pense à sécurité, parce que j'ai 40 piges, je pense à la retraite, tu vois. Il n'y a pas du tout le même rapport, en fait, à tout ça. Et moi, en tout cas, je sais que je pourrais pas en vivre. Clairement, je ne pourrais pas en vivre. Par exemple, je vous dis, là, il n'y a rien de prévu en janvier, ça voudrait dire que février, j'aurais pas une thune. Comment tu veux que je vive avec 0? C'est pas possible. Alors, Chris bosse, oui, mais enfin, je vais pas vivre sur son dos non plus, quoi. Donc, c'est pas possible. Pour moi, ce serait pas possible. Maintenant, effectivement, Audrey le dit très très clairement d'ailleurs dans sa vidéo, elle donne des chiffres, etc. Donc, oui, tu peux en vivre quand tu as une communauté comme la sienne. Moi, on est 20 000 sur YouTube, on est 13 000 sur Instagram. Ma chaîne stagne, mais stagne. En même temps, je pense que je suis trop vieille et trop moche pour que ça cartonne. Donc, de toute façon, on va jamais décoller, les gars, c'est pas possible, j'ai le cul qui est trop lourd, on décolle pas. J'en ris, mais j'en ris pas tout le temps, hein, soyons clairs. Oui, je pense qu'on peut en vivre. Sur Booktube, ça paraît, pour les plus gros comptes peut-être, mais des vraiment très gros comptes. Donc voilà, on peut en vivre, mais on peut pas tous en vivre. Moi, perso, je n'en vis pas, voilà. Et il y a certaines personnes aussi qui n'ont absolument pas envie d'en vivre. Voilà, donc oui et non. Alors, on me demande si c'est quelque chose de courant ou est-ce que c'est un peu le Saint Graal. Alors, personnellement... moi je suis contente quand j'en ai, je suis extrêmement contente parce que j'aime bien faire ça, je trouve ça assez cool, parce qu'en général, tu vois par exemple, là j'avais fait avec Loïc Scholt pour son roman, pour la sortie de son livre Rebecca, et du coup on continue à échanger, donc c'est hyper cool, tu vois, il y a un côté hyper humain que je trouve génial, il y a eu des beaux projets, il y a eu, voilà, j'ai fait... j'ai fait un interview grâce à Ozu. J'ai fait des interviews, enfin j'ai fait des lives hyper drôles d'ailleurs où je me suis bidonnée grâce à Bambou Édition. J'ai pu discuter avec des auteurs de BD alors que c'est un univers que je connais très peu. Voilà, tu découvres plein de choses, tu fais plein de choses et moi c'est ça que j'adore parce que je pense que vous le savez, j'aime le renouveau, je suis quelqu'un qui ne tient pas en place, j'ai besoin de faire plein de choses et ça me stimule de dingue et j'adore faire ça, je trouve ça génial, vraiment moi j'adore ça. Voilà, je sais plus ce que je disais, je me suis encore éloignée des trucs. Ah oui, donc non, moi, je dirais pas que c'est le Saint Graal non plus. Je dirais pas que c'est le Saint Graal non plus, parce que quand on me fait une proposition, je suis pas en train de faire... je suis pas en train de danser la lambada, quoi. Mais bon... ça, en tout cas, pour moi, c'est pas quelque chose... On fait pas des propositions tous les mois, quoi. Donc forcément... ouais, ça reste quand même, je trouve, assez exceptionnel. Et même si ça devient plus commun, en tout cas pour ma part, ça reste quand même assez exceptionnel. Voilà. Moi, je le vois comme ça. On me demande si je préfère les SP ou les collabs rémunérés. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Mais absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir, en fait. Je sais pas, ça n'a rien à voir. Les SP, c'est très bien, ça me permet de découvrir des nouveautés, ça me permet de découvrir plein de nouveautés, ça me permet de créer du contenu, parce que clairement,
Enfin, je pense que je pourrais quand même créer du contenu, mais pas de la nouveauté en fait, hein. Je pourrais pas acheter toutes les nouveautés qui sortent. Mais donc c'est très chouette, voilà. Maintenant, il y a un côté plus humain, je trouve, dans la collaboration rémunérée. Ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai, parce qu'il y a un vrai échange en fait. On discute, on prend plus de temps, étant donné que la maison d'édition va te payer, je peux te dire qu'elle prend plus de temps pour communiquer avec toi. C'est pas juste tu veux ce livre, je te l'envoie, ok salut, tu vois, et genre je te renvoie un mail 10 mois après, au fait j'ai jamais vu passer ta chronique. Non, c'est pas ça, quand c'est une collab rémunérée, on met en place des choses, on discute sur ce qu'on veut mettre en place, et du coup il y a quand même, moi je trouve qu'il y a un côté humain qui est plus fort, qui est plus important, et c'est pour ça que je préfère. Parce qu'il y a un vrai échange, c'est pas juste tiens, tu mets une photo de mon livre et je te file 100 balles. C'est pas du tout ça la collab rémunérée. C'est vraiment, pour moi, il y a un côté plus humain que le SP. Le SP, surtout que maintenant, c'est quelque chose qui se pratique j'allais dire largement. Du coup, le service presse, c'est vrai que c'est devenu très impersonnel. Moi, je pense que les 3/4 des maisons d'édition qui m'envoient un livre ne savent même pas qui je suis. Certaines le savent et j'en suis très touchée. Je pense à Inceptio, par exemple, qui est une petite maison d'édition et qui m'a envoyé un message personnalisé pour me souhaiter bonne année, mais ça venait vraiment d'eux, en fait, c'est pas le mail collectif, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a peu de maisons d'édition comme ça, parce que bah, forcément, pour eux, on a un outil marketing, et bah, ils envoient le truc poli, mais ils ont pas le temps non plus, je le comprends complètement, hein, ils ont pas le temps, c'est logique. Mais du coup, je trouve qu'il y a un contact bien plus humain et plus fort quand tu es sur de la collab, en fait. Et c'est pour ça que je préfère. Au-delà de l'aspect financier, c'est pour ça que je préfère, parce que je trouve que le service presse, alors c'était moins le cas avant, parce qu'il y avait beaucoup moins de service presse, mais maintenant c'est devenu ultra impersonnel. Moi j'en ai beaucoup aussi, et c'est vrai que de toute façon je peux pas m'investir autant dans chaque maison d'édition, c'est pas possible. Et puis ouais, beaucoup te demandent juste de remplir un questionnaire, hein. T'as une grille, tu coches les livres que tu veux, c'est hyper impersonnel quoi, enfin voilà, vous avez compris, impersonnel plus humain. Bah écoutez, les autres questions, je pense que j'y ai répondu dans mon long blabla. J'ai été coupée tellement de fois dans cette vidéo que je ne sais même pas combien de temps elle dure, mais je pense qu'elle dure une éternité. C'est un sujet que je trouve très très intéressant et vraiment sur lequel j'aime énormément échanger, donc c'est pour ça que j'ai peut-être été un peu bavarde. Mais c'est vrai que moi, il y a quelques années, quand ça a commencé à se développer, j'aurais aimé avoir plein de réponses, j'aurais aimé savoir exactement comment ça se passe. Pas pour critiquer, pas par jalousie ni rien, juste parce que c'est hyper intéressant de savoir comment ça se passe en coulisses. Moi je trouve ça toujours super cool. Je suis la meuf qui adore mater des vidéos YouTube des entrepreneurs par exemple, parce que j'adore savoir ce qui se passe, comment ça fonctionne en fait, comment ça marche. Moi j'aime bien. Voilà, j'espère que vous avez quand même appris des choses. Après voilà, je vous parle de mon expérience, je vous parle de ma façon de voir les choses. Elle est pas universelle, c'est pas forcément, je ne dis absolument pas que c'est la façon la mieux en fait, hein. C'est pas c'est pas la façon dont il faut procéder. Maintenant c'est ma façon à moi, c'est ce qui moi me convient. Ça conviendra peut-être pas aux autres, mais c'est comme ça que je travaille et que j'aime travailler. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui. Si ça se trouve, il y a des éléments que je vous ai donnés aujourd'hui qui, dans 1 ou 2 ans, seront totalement différents. C'est possible, comme l'histoire de l'auto-édition où j'étais contre le fait de les faire payer. Et aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que, qu'est-ce que j'étais tarte à l'époque. Voilà. On change d'avis, je suis comme tout le monde, je vieillis, j'évolue, j'apprends, et du coup je change d'avis, et je me rends compte quand j'ai dit une connerie, je me rends compte quand je faisais une erreur, quand j'étais dans le faux, et voilà, ça évolue. Maintenant, moi je trouve que la collaboration rémunérée, très honnêtement, voilà, pour terminer là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très positif pour toutes les parties, parce que pour vous concrètement ça change rien, concrètement sur l'aspect de la vidéo. Pour l'éditeur, elle a un véritable investissement de la part de l'influenceur, c'est une évidence en fait. La personne va vraiment s'investir, va vraiment avoir envie de défendre la maison d'édition, va avoir envie de défendre le titre, etc. Enfin, il y a vraiment une autre notion. Et puis pour l'influenceur, au-delà de l'aspect simplement pécunier, c'est juste que le fait de pouvoir être rémunéré pour le travail qu'on fournit sur YouTube, déjà c'est une valorisation de tout le temps et de tout le travail qu'on a pu faire, mais surtout ça nous permet soit, je sais pas, à des personnes qui sont salariées de passer peut-être à 50%, si elles ont assez de collab, et elles peuvent peut-être passer à un mi-temps et du coup avoir 50% de leur temps pour
faire des vidéos et du coup vous fournir à vous plus de contenu, et ça c'est génial, parce que je rappelle que vous ne payez pas le contenu que vous regardez, donc pour vous c'est tout bénef. Pour la personne qui crée du contenu et qui aime ça, c'est tout bénef parce qu'elle va pouvoir continuer à en créer, et pour la maison d'édition c'est tout bénef aussi, puisque eh bien, elle va avoir une vraie mise en avant de son ouvrage ou de son travail, enfin peu importe, et elle va avoir quelque chose de qualité en fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un cercle vertueux, et j'espère réellement que ça va se développer et qu'on va continuer à être dans cette mouvance. Voilà, parce que pour moi il peut pas y avoir énormément de dérives dans le monde du livre, sur Booktube on s'entend, et du coup je pense que c'est que du positif, et j'espère sincèrement que vous le pensez aussi, parce que c'est important, et surtout n'oubliez jamais que tout votre travail a de la valeur en fait, et ça il faut pas l'oublier, il faut en être conscient, c'est très important, vraiment c'est très important. Voilà, maintenant vous savez tout, voilà, j'espère sincèrement pouvoir continuer à faire des collabs parce que je trouve ça génial, j'espère pouvoir bientôt vous en proposer d'autres, et voilà, j'espère tout ça, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des vœux et des souhaits. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses. Je suis désolée si elle est un petit peu brouillonne, etc. Mais vous savez comment je suis. Moi, je pars un peu dans tous les sens. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. J'ai hâte, mais de fou en fait, de lire les commentaires. N'hésitez pas, vous, voilà, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu ou des choses sur lesquelles j'ai peut-être pas été très claire, etc. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'y répondrai sans problème, hein, voilà. Tant que tu me demandes pas la taille de ma culotte, ça devrait aller. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires, des petits pouces en l'air et tout ça, et voilà. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous, comme d'habitude, et je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai trop soif.